Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis Lola Koubeissi, professeure adjointe au département de psychopédagogie et d'andragogie à l'Université de Montréal, membre chercheuse au CRIF, et je co-dirige avec ma collègue Mélissa Bissonnette de l'UQAM le pôle de recherche sur l'éducation inclusive et ses enjeux. Donc aujourd'hui, dans le cadre des activités du pôle, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Jacobs. Marie qui va présenter sur le nouveau référentiel de l'inclusion scolaire et ses enjeux en termes de développement des compétences psychosociales des élèves. Donc, Marie est professeure associée à la Haute École pédagogique du canton de Vaud, titulaire d'un doctorat en sciences politiques et sociales et en sciences de l'éducation. Elle a réalisé sa thèse de doctorat sur la construction identitaire des élèves à l'épreuve de la différence à l'école dans 4 établissements secondaires à Bruxelles et à Johannesburg. Aujourd'hui, ces travaux de recherche portent sur 3 volets: le développement des compétences professionnelles des enseignants novices dans la gestion de classes à visée inclusive, puis l'influence du cadre scolaire et des pratiques pédagogiques sur les relations entre pairs, dont la sociabilité juvénile, et finalement la collaboration entre les professionnels de l'enseignement, de la santé et du social dans l'aide aux élèves en difficulté, notamment autour de projets visant l'inclusion. Donc, la présentation est d'environ 30 à 40 minutes et puis elle est suivie par une période de questions de 15 à 20 minutes. La période de questions sera animée par Gabrielle Montesano, étudiante au doctorat à l'Université de Montréal et membre du CRIFPE. Et pour les questions, nous vous invitons à écrire vos questions dans l'icône questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à écrire les questions. Et puis, finalement, c'est pour vous dire que l'enregistrement de la conférence, ça sera disponible sur le site du CRIFPE. Donc, vous pouvez le partager et puis même, n'hésitez pas à suivre les autres activités du CRIFPE. Donc, Marie, bienvenue et je vous cède la parole. Merci beaucoup Rola aussi pour ton invitation. Et puis donc je commence tout de suite avec cette présentation. Alors déjà un petit mot sur le titre parce que je parle de nouveau référentiel d'inclusion, mais on peut s'interroger si on est vraiment en présence d'un nouveau référentiel puisque ça fait quand même près d'une quinzaine d'années qu'on parle d'inclusion scolaire. Alors je vais vous présenter le plan de ma présentation. Donc, je vous propose une présentation en 4 temps. D'abord, quelques mots sur la problématique de l'enquête que je vais vous présenter pour cette conférence et je vais vous présenter donc la question de recherche. Ensuite, la récolte des données, comment est-ce que ces données ont été récoltées dans le cadre de ce projet. Un petit aperçu des données qui ont été récoltées et puis, pour terminer, une discussion autour de 2 éléments de synthèse. Donc, je commence donc avec cette problématique autour donc du développement des compétences psychosociales et ses enjeux en lien avec la question de l'inclusion scolaire. Alors, le concept clé de cette conférence et de ma présentation ça tourne bien sûr autour des compétences psychosociales, concept auquel les organisations internationales ont largement contribué à l'essor de cette notion, notamment l'OMS ou l'OCDE. Et souvent, on présente les compétences psychosociales selon 3 dimensions: les compétences sociales, les compétences cognitives et les compétences émotionnelles. Mais il est important en fait de regarder ces compétences non pas comme quelque chose de séparé en dichotomie, mais vraiment comme une articulation, parce que comme elles se donnent à voir in situ, notamment dans la vie de la classe, ben c'est très difficile parfois de les distinguer les unes des autres. Donc il s'agit plutôt de les voir en articulation. Alors, je vous ai mis ici une autre définition que celle habituellement proposée par l'OMS de la définition des compétences psychosociales. Mais ce sur quoi je voudrais insister en introduction, c'est le fait que les compétences psychosociales, elles impliquent à la fois un processus dynamique, donc elles sont en évolutif, et dans une double dimension, à la fois un rapport à soi et un rapport aux autres, dans un contexte, et ici, puisqu'on s'intéresse à l'école, dans une situation de classe particulière. Et donc l'élève, il doit être capable de répondre aux situations de la vie, et donc de la vie de la classe qu'il rencontre, et de s'adapter à son environnement en mobilisant ses compétences. Et cette notion d'adaptation nous intéresse en particulier
pour cette conférence parce que justement, bien, les élèves ne sont pas égaux dans la capacité à identifier les éléments pertinents d'un contexte qu'ils vont mettre en œuvre ces compétences psychosociales. Alors, elle se décline ces compétences psychosociales toujours selon la définition de l'OMS en 5 ou 10 compétences. Ces 5 compétences fonctionnent en duo. Donc, résoudre des problèmes et prendre des décisions, avoir une pensée créatrice et une pensée critique, savoir communiquer efficacement, être habile dans ses relations interpersonnelles, ensuite avoir conscience de soi et avoir de l'empathie, et puis savoir gérer son stress et ses émotions. Alors, pour cette problématique, je vous présente un certain nombre de travaux sur lesquels je m'appuie et qui permettent de comprendre dans le paysage de la recherche dans lequel s'insère cette enquête, une enquête qualitative. Donc, une première partie ici pour cette problématique en lien avec le développement des compétences psychosociales et la réduction des inégalités scolaires. Parce que les travaux sur la question des compétences psychosociales, c'est notamment la psychologie du développement ou la psychologie sociale qui a largement contribué à l'essor des travaux plutôt quantitativistes sur cette question, notamment dans le contexte de l'école. Et finalement, la recherche en sociologie de l'éducation s'est intéressée plus tardivement à cette notion de compétences psychosociales et n'utilise pas toujours ce concept, elle utilise aussi le concept de compétences sociales. Alors, ces compétences psychosociales, on peut les considérer comme des compétences transversales. On parle parfois de soft skills, de life skills, de capacités transversales, notamment dans le plan d'études roman pour la Suisse, notamment le canton de Vaud. Et donc, ces compétences transversales, elles sont constituées de savoir-faire ou de dispositions à développer chez les élèves et qui seraient communes à plusieurs disciplines, donc non spécifiques, et ce qui caractérise leur transversabilité. Cette compétence transversale, elle se rapporte donc à des savoir-faire, à des savoir-être et moins à des savoirs théoriques. Donc ce sont des façons de faire et d'être qui, inaperçues de ceux-là même qui les détiennent, préparent pour autant au jeu scolaire et qu'on pourrait rapprocher la notion d'habitus de Bourdieu. C'est-à-dire que ce sont des compétences qui sont scolairement rentables et dont sont plus facilement, à laquelle contribue la socialisation, dont la socialisation familiale, et qui donc peut provoque peut être la cause d'inégalités scolaires. Rochex, par exemple, dit que ce sont des savoirs invisibles que l'école requiert, qu'elle considère souvent comme allant de soi, mais sans guère travailler à en doter ceux qui n'en disposent pas, et que les enfants d'origine plus favorisée ont déjà en partie découvert et construit avant et hors de l'école grâce à l'environnement familial. Et il y a notamment aussi les travaux de McCrory Calaco aux États-Unis, notamment dans son enquête ethnographique dans des écoles aux États-Unis, où elle montre que toutes les stratégies qu'utilisent les élèves pour demander de l'aide à leurs enseignants, notamment son article I Need Help, elle montre en fait que certaines stratégies et attitudes comportementales des élèves pour demander de l'aide en classe, eh bien, ce sont des stratégies qu'elle observe pour les élèves issus de milieux privilégiés, qui cherchent donc à demander de l'aide en classe, et qui impacte directement les opportunités d'apprentissage que vont pouvoir saisir ces élèves en classe. C'est-à-dire que ces élèves, grâce à ces stratégies qu'ils adoptent, ils vont avoir plus d'opportunités d'apprentissage parce que ces stratégies, en plus, elles sont privilégiées par les enseignants. Elles sont considérées comme légitimes, comme par exemple la capacité à être proactif, à être explicite au niveau de sa communication verbale et non verbale. Elle parle aussi du sentiment d'entitlement, c'est-à-dire le fait que l'élève considère qu'il a le droit à l'attention de l'enseignant et donc il va chercher explicitement à demander de l'attention de l'enseignant. Et donc ça, on peut aussi rattacher à ces compétences transversales, voire compétences psychosociales dans la manière de communiquer, d'entrer en relation avec l'enseignant. Donc ça, c'est plutôt un aperçu de travaux qui s'inscrivent plutôt en sociologie de l'éducation, notamment les travaux plus récents de Morlet. Et puis, il y a un certain nombre de travaux qui, bien sûr, ont contribué à étudier le développement des compétences psychosociales en contexte scolaire, notamment donc en psychologie du développement et en psychologie sociale, et qui montrent les effets des compétences psychosociales sur à la fois le bien-être mental, physique et psychologique des élèves, et aussi sur la réussite éducative. Donc, il y a d'abord une première partie de travaux
qui vont montrer l'importance, enfin, en quoi est-ce que le développement des compétences psychosociales vont avoir un effet sur les relations entre pairs et le sentiment d'appartenance à l'école. Donc notamment des travaux qui vont montrer l'influence du groupe d'appartenance et des interactions intergroupes sur le phénomène de rejet entre pairs, hein, et qui sont liés à ces compétences psychosociales, comme la question des préjugés, des stéréotypes ou des tensions intergroupes. Des enquêtes comme l'étude de Liu et ses collègues qui montrent l'effet significatif du soutien par les pairs et de l'enseignant sur la satisfaction scolaire, donc on peut rattacher au bien-être scolaire. Et puis aussi d'autres travaux qui vont montrer que le développement de relations sociales affectives et positives contribue à définir une part importante du sentiment d'appartenance à l'école. Donc ça, c'est vraiment des travaux qui vont plutôt s'intéresser à ces questions, à l'effet du développement des compétences psychosociales sur les relations entre pairs. Ensuite, il y a une partie des travaux plus conséquente qui s'intéresse à l'impact des programmes dits SEL, donc Social and Emotional Learning, notamment aux États-Unis, ou des PPI, c'est-à-dire ces interventions en psychologie positive en classe, et qui vont montrer l'impact de ces programmes à la fois sur l'amélioration des compétences socio-émotionnelles des élèves, de leur attitude et de leur comportement social, la réduction de problèmes de conduite ou de détresse émotionnelle, et aussi une amélioration sur les résultats scolaires des élèves. Des travaux qui montrent aussi la réduction de comportements discriminatoires, qui sont du coup des comportements qui favorisent l'inclusion, notamment le fait que les compétences psychosociales favorisent des relations positives entre élèves au-delà de leur statut académique ou préjugé, donc au-delà du niveau ou de leur situation de réussite ou d'échec en classe, et qui vont aussi renforcer le sentiment d'appartenance à l'école. Il y a des travaux qui vont préciser ces effets, notamment les travaux de Sand et ses collègues, qui montrent que ils observent des effets plus significatifs au niveau de la conscience de soi et la conscience des autres, un peu moins au niveau des compétences interpersonnelles. Mais ce qui est intéressant, c'est que montre que le développement des compétences psychosociales, eh bien, le fait qu'elles aient un impact significatif sur la conscience de soi et des autres, ça peut être considéré comme un prérequis utile, comme des compétences de base sur lesquelles vont se développer ultérieurement l'autorégulation ou des compétences interpersonnelles, donc d'interaction avec autrui. Et puis il y a aussi la revue de la littérature de Chanclan et Rosset qui montre le lien étroit entre bien-être individuel et bien-être collectif. Donc ça, en très rapide, et je m'excuse pour le flux de mon discours, c'est pour mettre un peu en évidence les travaux sur lesquels je m'appuie pour vous présenter cette recherche. Alors, la recherche en question, donc c'est une enquête qui a été réalisée dans une école primaire dans le canton de Vaud, qui consistent en fait en des ateliers d'expression créatrice qui ont été menés par un certain nombre de professionnels qui n'étaient pas enseignants, dont une éducatrice, deux médiateurs, médiatrices et une infirmière scolaire. Et moi-même, j'ai collaboré au projet. Et en fait, ce projet, il avait plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était d'accompagner la transition entre la 6e et la 7e Armos, c'est-à-dire la 6e et la 7e primaire, donc entre des élèves qui ont entre 10 et 11 ans, parce qu'il faut savoir que la 6e et 7e Armos font partie du 2e cycle primaire. Mais souvent, la transition en 7e, elle s'accompagne notamment, par exemple à Lausanne, d'un changement d'établissement. Alors pas d'école, les élèves sont toujours inscrits dans la même école, mais d'implantation de bâtiments. Souvent, il y a plus d'enseignants spécialistes qui interviennent dans ces classes et ça s'accompagne aussi d'une accélération du rythme scolaire au niveau du travail à faire à la maison, etc. Donc, pour vraiment accompagner cette transition, ce projet a été mis en place pour ça, dans l'idée de renforcer la cohésion du groupe classe, au niveau des interactions entre pairs, en vue aussi de favoriser la collaboration, notamment par rapport à l'apprentissage. Et donc, le projet, il avait vraiment comme objectif de mettre l'accent sur les ressources positives du groupe pour inclure l'ensemble des élèves de la classe. Donc, l'idée, c'était pas de partir d'un point de vue individuel, mais vraiment de groupe collectif et comment mettre en évidence les qualités, les forces et les ressources de la classe, du groupe, pour faire en sorte que tout le monde ait sa place et soit reconnu par les autres dans la classe. C'est un projet pilote qui s'inscrit notamment un projet en lien avec l'inclusion scolaire qui s'inscrit dans le concept cantonal 360 du canton de Vaud. Alors, je ne vais pas développer ça davantage ici, mais voilà, il s'inscrivait dans ce contexte-là. Alors, la question de recherche,
c'était la suivante, c'était en quoi est-ce que ces ateliers d'expression créatrice, ils constituent l'occasion pour ces élèves d'acquérir de nouvelles stratégies ou de renforcer leurs compétences psychosociales pour dépasser un certain nombre de tensions vécues dans leurs interactions entre pairs. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire, mais la vie de la classe, la vie d'un groupe classe, c'est naturellement conflictuel. Les tensions, elles font partie de la vie d'un collectif de la classe. Et donc comment développer ces compétences, comment développer de nouvelles stratégies pour ces élèves pour apprivoiser ces tensions et arriver à dépasser ces tensions dans leurs interactions entre pairs. Voilà, donc voilà pour la première partie. Donc maintenant, quelques mots sur la récolte des données. Donc comment est-ce que ces données ont été récoltées en collaboration avec ces différents professionnels. Et donc je vais vous donner quelques mots sur l'organisation du projet, les outils de récolte des données, en quoi consistait donc cette enquête ethnographique et vous préciser la grille d'observation, notamment les dimensions qui constituent la grille d'observation. Alors, comment est-ce que ce projet a été organisé? Donc, en tout, chaque classe, et on a suivi 5 classes de 7e année, de 7e primaire, ces 5 classes ont suivi 6 ateliers qui étaient organisés toutes les 2 semaines. Et la récolte des données a eu lieu entre novembre 2019 et février 2020. Donc, ces 6 séances ont été organisées en proposant des modalités de travail aux élèves de l'individuel au collectif. C'est-à-dire que dans les premières séances, les élèves étaient plutôt dans des tâches individuelles pour progressivement être dans des sous-groupes restreints, donc 3 à 4 élèves, et puis, in fine, en séance 5 et 6, le groupe classe était divisé en 3, et comme on avait des groupes classes qui oscillaient entre 19 et 21 élèves, ben, ça faisait entre 7 et 8 élèves 6 à 7 élèves par groupe. Donc, en quoi consistait ce projet d'activité créatrice? Donc, au tout début, à la séance 1, le projet a été présenté aux élèves, bien sûr, avec la mise en place d'un référentiel commun, avec 3 valeurs, règles pour organiser les interactions dans cet atelier, qui étaient le message en jeu, la confidentialité et le non-jugement. Et alors, ce qui a vite perturbé les élèves, c'est qu'on leur demandait de porter aucun jugement, qu'il soit négatif ou positif aussi. Ensuite, un travail individuel où les élèves ont été amenés à modeler un personnage, soit un animal, soit un personnage imaginaire. Et puis en séance 3 et 4, les élèves ont été amenés à construire la maison de leur personnage, mais ils étaient en sous-groupe parce qu'ils devaient se partager tout le matériel à disposition pour construire la maison de leur personnage à partir d'une boîte en carton. Et puis en séance 5 et 6, l'idée c'était en fait, in fine, de construire le village de la classe à partir des maisons et des personnages des élèves, donc de construire le village. Et donc les élèves ont dû ensemble, en sous-groupe, construire les infrastructures communes, les espaces naturels et tout ce qui est service, restauration. Et puis aussi le drapeau, la carte d'identité et la carte topographique du village. Donc ça, c'est pour le projet sur les 6 séances. Et puis chaque séance, elle était organisée en 3 temps. Et donc ces routines permettaient en fait de structurer les échanges entre pairs, un moment d'accueil avec tout le collectif, ensuite un moment de création qui était au début plutôt individuel et puis progressivement de plus en plus en groupe important. Et ensuite un moment de réflexivité où il s'agissait vraiment de communiquer ou métacommuniquer sur ce qui s'était passé, ce qui s'était bien passé, quelles étaient les difficultés que les élèves avaient rencontrées, comment ils avaient réussi ou non à dépasser ces difficultés. Et puis, un moment après, pour chaque élève, où ils avaient un carnet dans lequel ils pouvaient noter ce qu'ils retenaient, ils pouvaient dessiner, faire ce qu'ils voulaient, ça leur appartenait et on n'avait pas droit de regard sur ce carnet. Voilà. Alors, donc, c'est une enquête qualitative de nature ethnographique qui a croisé différents types de données. Les données principales, ce sont des descriptions des observations qui ont été menées dans ces ateliers. Donc en tout, 30 ateliers, donc, puisqu'il y avait 5 classes. Mais ce qui fait partie aussi du corpus, ce sont les 3 rencontres qu'on a eues avec les animatrices du projet au fur et à mesure du projet, durant ces 12 semaines. Ensuite, on a mené 5 entretiens semi-directifs avec les enseignants qui avaient la maîtrise de classe de ces classes, c'est-à-dire qui étaient responsables de ces classes. Et donc ça, c'était à mi-parcours, au milieu du projet. On a fait ces entretiens semi-directifs pour voir un petit peu, qu'est-ce qu'ils avaient perçu au niveau de leur groupe, quels étaient les retours des élèves, etc.
et il y avait eu une rencontre avec la direction de l'établissement en amont du projet. Alors, l'enquête ethnographique qui visait vraiment qui consistait surtout à observer et décrire ce qui se passait durant ces ateliers, eh bien, les descriptions, elles visaient vraiment à décrire comment est-ce que les élèves s'ajustent à la fois individuellement et collectivement aux contraintes de l'atelier, c'est-à-dire à la fois des contraintes liées aux modalités de travail entre guillemets qui étaient proposées, mais aussi par exemple le matériel, puisqu'il n'y avait pas il n'y avait pas suffisamment de paires de ciseaux, etc. Et ça s'était voulu. Voilà, aux consignes entre guillemets qu'on leur demandait. Et ces observations, elles étaient vraiment directement en prise avec la réalité de l'activité menée par les élèves, c'est-à-dire qu'il s'agissait vraiment d'appréhender ces relations qui se font et se défont au sein du groupe classe au fur et à mesure du projet dans ces situations collaboratives. Et donc, pour ce faire, on a utilisé une grille d'observation. Alors, comme on a proposé notamment aux médiateurs et médiatrices et à l'infirmière scolaire de noter aussi, mais on a proposé des dimensions à observer en essayant de proposer quelque chose de pas trop contraignant et assez souple. Donc, bien sûr qu'il y a des dimensions qui sont redondantes, il y a des choses qui peuvent se recouper, mais l'idée, c'était vraiment d'aider à focaliser le regard sur certaines dimension de l'atelier. Donc, première chose qui pour nous était importante, c'était la disposition des places occupées par les élèves durant ces différents moments de l'atelier, donc l'accueil durant l'activité de création et lors de la clôture de l'activité et des transitions aussi. Certains comportements manifestes observables, par exemple les attitudes proposées, les attitudes que les élèves avaient face à l'activité qui était proposée, les interactions avec les animateurs et les animatrices, les types de paroles proposées, stratégie de communication. Donc, les stratégies de communication recoupent les types de paroles proposées, mais c'est déjà un petit peu une analyse de ces types de paroles, c'est-à-dire est-ce qu'on est plutôt sur des jugements de valeur, sur des marques d'écoute, d'empathie, sur de décentration, etc. Les types de tensions et désaccords qui émergeaient dans ces relations, et puis aussi l'utilisation du matériel. Alors, je vous donne maintenant un petit aperçu de ces données. Je ne parle pas d'analyse de données parce que je n'ai pas le temps d'aller vraiment de manière très approfondie dans l'analyse de ces descriptions ethnographiques, mais ce que je voudrais vous présenter, c'est deux axes qui permettent de donner du sens à ces descriptions, en sachant que les extraits que je vais vous montrer, ils permettent d'illustrer des processus qui ont été observés de manière récurrente et significative. Alors d'abord, un axe en lien avec les affinités et non-affinités entre pairs. Et là, je vais vous montrer vraiment des descriptions en lien avec des moments critiques sur ces affinités et non-affinités entre pairs. Ensuite, un deuxième axe plutôt qui questionne, qui met en évidence cette superposition de territoire de l'action pédagogique, c'est-à-dire entre l'espace de la classe et l'espace des ateliers d'expression créatrice. Et de ce passage, puisque c'était vraiment les élèves qui passaient d'un espace à l'autre, et de comment est-ce que ces deux espaces se sont configurés l'un par rapport à l'autre. Alors, d'abord, quelques éléments, donc, premier axe pour présenter ces données, les affinités et les non-affinités entre pairs. Donc là, je vais vous présenter des extraits pour trois classes. La première classe, c'est ici l'extrait d'observation que je vous montre. C'est lors de la première séance où rapidement on constate pour cette classe que les élèves ont la difficulté à s'écouter, notamment par le fait qu'ils rigolent beaucoup pendant des moments collectifs. Et ce qui fait que déjà il y a des élèves qui sont mal à l'aise parce qu'ils ne savent pas si on se moque d'eux ou pas. Et puis ils ne sont pas attentifs à ce que proposent les autres. Et donc l'animatrice principale reflète ce qu'elle observe et elle demande aux élèves, déjà elle leur dit, elle reflète ce qu'elle a observé durant le tour de parole sur le fait de s'écouter ou non, et elle demande aux élèves comment est-ce qu'ils se sentent quand ils ne sont pas écoutés. Et émerge durant ce moment de réflexivité, donc tout à la fin de l'atelier, un certain nombre de constats, et les élèves en concluent qu'en fait il faudrait distinguer deux types de rires, les rires qui sont des moqueries et les rires qui par contre font référence à quelque chose de partagé, à quelque chose de plutôt joyeux qui les relie en fait. Et à la fin de l'atelier, les élèves expriment un certain nombre de choses en lien avec,
des ressentis en lien avec le fait d'être écouté ou pas. Par exemple, cela me met en colère, cela m'énerve, je me sens vide, j'ai l'impression d'être invisible, etc. Donc, des choses qui sont exprimées du point de vue émotionnel par rapport à cette non-écoute. Autre moment critique beaucoup plus symptomatique, c'est que nous, quand on participe à ce projet, on n'a pas d'informations sur les élèves. Il n'y a que l'éducatrice qui a des informations sur les élèves. Et ce qu'on observe dans cette classe, progressivement, c'est que Hassen a une place et est un petit peu en marge de la sociabilité de cette classe, il est un petit peu en marge du groupe, mais en même temps, il aime provoquer ses camarades, il joue un petit peu avec les règles, il aime aller sur des questions tabous ou des interdits, et donc il provoque, il met mal à l'aise ses camarades. Et durant le moment de clôture de la 5e séance, ici, par exemple, les élèves reprochent à Hassen de n'avoir rien fait. Et Hassen, qui d'habitude aime provoquer ses camarades et jouer sur ce qui est pas permis, etc., là, va se positionner de manière constructive et va montrer, en fait, comment est-ce qu'il a contribué à élaborer le village. Et donc, ici, ce que je veux mettre en évidence, c'est comment est-ce que cet élève qui est plutôt en marge des relations sociales entre les élèves dans ce groupe, eh bien, se positionne ici en n'étant plus dans ce rôle voilà, clown, même si le terme, je n'aime pas tellement ce terme, mais va plutôt se positionner de manière en raisonnant et en montrant à ses camarades ce qu'il a fait pour changer la représentation de ses camarades sur ce qu'il a fait. Donc je vous montre un exemple de ce village le village qui a été élaboré par cette classe, où on voit ces fameuses rails de train que Hassen dit qu'il a contribué à faire, et puis l'arrêt de bus. La deuxième classe, la classe 2, ici, de nouveau, tout d'un coup, on voit au fur et à mesure de l'atelier des tensions perceptibles dans ce groupe, et notamment Loris. Alors, il faut savoir que Loris, au départ, l'enseignante principale ne voulait pas que l'élève participe au projet, mais les autres animateurs et animatrices ont insisté pour qu'il fasse partie. Et à la fin du 3e atelier, il y a une élève qui dit que c'était personnellement difficile pour elle parce qu'elle était dans le même groupe que Loris. Et puis elle dit, comme ça, de but en blanc, je n'aime pas Loris. Et donc l'animatrice, face à ces paroles qui sont symboliquement violentes, demande à Loris comment il se sent. Et Loris, il dit, moi, je ne l'ai pas embêtée. Et il ajoute, elle ne veut pas que je l'approche. Et donc l'animatrice relève, elle, de son côté, qu'elle n'a pas observé d'agression. Et donc, il s'ensuit une discussion dans la classe par rapport à ce qui se passe avec Loris. Et un élève, notamment Kevin, qui prend la parole et qui dit que lui, ce qu'il a observé, c'est que l'enseignante, elle est plus avec les autres élèves qu'avec Loris. Et que pour lui, ça ne lui paraît pas juste à ses yeux. Une autre élève relève qu'en fait, Loris, il n'a pas la même vision qu'eux, et puis que voilà, il ne voit pas les choses de la même manière. Loris, lui, de son point de vue, il lui dit, par exemple, qu'il ne se sent pas écouté. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces moments-là de réflexibilité, où les élèves ont été amenés à interagir par rapport à ces situations de collaboration, eh bien, il permet de métacommuniquer sur ce qui se passe dans la classe et sur ces tensions perceptibles au quotidien dans la classe, et de mettre des mots sur ce que vivent les élèves et de se décentrer aussi sur ce qui se passe dans ces tensions. Et puis, dernière classe, la classe 3. Ici, c'est la place de Tom et Lucien qui apparaissent comme en marge de la sociabilité juvénile. Tom a un certain nombre de difficultés scolaires. C'est un élève qui est plutôt introverti, qui a difficulté à parler, à prendre la parole, etc. Et il bénéficie beaucoup du soutien de Lucien qui l'aide, qui l'encourage, etc. Et en fait, durant la 6e séance, il y a une élève qui reproche à ses camarades, donc la 6e séance, les élèves doivent commencer par élaborer ensemble l'histoire du village, et il y a une élève qui dit que en fait, l'histoire de leur village, elle n'intègre pas deux personnages, Tom et Lucien. Et en sachant que Tom et Lucien sont souvent à part par rapport au groupe classe. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois une camarade met en évidence que Tom et Lucien ne font pas partie du groupe, mais là, Tom prend la parole, il relativise le reproche de l'élève et dit, mais en fait, moi, si dans l'histoire, j'ai ajouté un chat, et le chat, c'est mon personnage. Et donc, l'élève qui avait plutôt de la difficulté à prendre position par rapport au groupe, prend la parole et
et met en évidence comment est-ce qu'il a contribué à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que à la fin de cet atelier, les élèves sont en 3 sous-groupes. Il y a un groupe qui doit élaborer le drapeau du village, et puis là, je vous ai mis une photo de ce drapeau qui est en train d'être élaboré. Et le slogan de ce drapeau, c'est « Peu importe notre personnalité, on est ensemble ». Et je vous montre ici le village qui a été élaboré par cette classe, la classe 3. On voit tout en haut du village 2 maisons, une maison bleue et une maison marron avec un petit balcon jaune. Et bien là, ça, ce sont en fait les maisons de Lucien et Tom. Et justement, quand les élèves ont commencé à élaborer le village, très vite, ils se sont rendus compte qu'il fallait trouver un moyen de rassembler ces 3 espaces pour en faire un village interconnecté. Donc ça, c'est très rapidement un aperçu des données par rapport à ces affinités et non-affinités entre les élèves et comment est-ce qu'elles se donnent à voir durant ces ateliers. Maintenant, un deuxième élément, un deuxième axe pour vous présenter ces données, c'est une réflexion plutôt sur la superposition de territoire de l'action pédagogique. C'est-à-dire que ces espaces, l'espace pédagogique de la classe et l'espace créatif de l'atelier, ils sont construits et élaborés autour de valeurs différentes. Et en fait, ils vont entrer en tension par rapport aux attendus de la forme scolaire, notamment concernant la liberté d'expression, les normes scolaires et les interdits. Et pour ça, et en fait, ce qui se passe, c'est que l'espace créatif de l'atelier, il repose sur un certain nombre de conditions nécessaires pour soutenir l'expression de ces tensions qui sont vécues en classe et aider les élèves à manifester ou parler de leurs préoccupations, de ce qu'ils vivent. Et ces conditions nécessaires, elles sont notamment liées à l'expression des élèves et à ce qui est possible de dire dans cet espace. Alors, je vous montre en fait en quoi est-ce que ces 2 espaces y rentrent en tension. Je vous propose de commencer par ce qui est mis à droite en gris. Et ça, c'est un retour des enseignants suite au projet. Et c'est sans doute un point fait du projet, c'est que le projet n'a pas suffisamment intégré les enseignants dans ce projet éducatif pédagogique. Donc, en fait, ce que les enseignants ont reproché, c'est la notion de cadre, c'est-à-dire la manière dont les règles avaient été mises en place et fait respecter, et notamment autour de la liberté d'expression. Parce que dans le cadre de ces ateliers ont émergé des sujets autour du cannabis, de l'alcool, du meurtre de masse, etc. Et bien sûr que comme les élèves, ce sont eux qui font ce passage entre ces 2 espaces, le vécu, ce qu'ils vivent, c'est eux finalement qui font ce passage entre ces 2 espaces. Et je vous donne un exemple à gauche sur qu'est-ce qui est intéressant justement par rapport à cette superposition de territoire qui entre en tension, mais justement par rapport à ces sujets que les enseignants reprochaient, qui étaient pas admis dans le contexte de l'école. Mais quand les élèves dans la classe 1 doivent élaborer l'histoire, l'histoire bascule au moment où Hassan imagine que le voyageur oublie son rendez-vous chez les alcooliques anonymes, et puis les derniers élèves qui terminent l'histoire ajoutent les éléments suivants: le voyageur achète du cannabis dans un kebab et il finit en prison. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que l'histoire est terminée, et bien sûr qu'il y a un certain nombre d'élèves qui sont fâchés, qui sont en colère. Il y a même une élève qui dit: t'imagines, c'est le prof qui va lire cette histoire. Et donc, ils s'expriment de nouveau par rapport à Sen, leur désaccord sur le fait que ça ne correspond pas à ce qu'ils aimeraient. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a observé dans plusieurs classes, c'est que ce moment d'histoire a de nouveau fait émerger des tensions. Et quand après les élèves sont partis en sous-groupe pour élaborer le drapeau, la carte topographique et la carte d'identité de la classe, il y a vraiment eu une volonté de restaurer ces relations, de réparer et de construire quelque chose qui inclut tout le monde et qui est plus positif. Donc, comme quoi ces moments critiques ont besoin d'être vécus, expérimentés pour après réparer et reconstruire quelque chose. Et ça, en fait, je vais discuter cet élément-là dans la discussion. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est 2 axes, 2 éléments de synthèse par rapport à l'objet de cette conférence, qui s'intéressait au développement des compétences psychosociales et de l'enjeu des développements des compétences psychosociales concernant par rapport à l'inclusion scolaire. Alors,
Première chose, en lien avec le développement des compétences psychosociales pour soutenir une dynamique de groupe à visée inclusive, ce que je trouve intéressant dans ce projet, même si on est vraiment dans une enquête qui est extrêmement située, micro, qui est vraiment clairement localisée, c'est que en fait, ce projet, il permet d'agir sur la dimension affective de l'expérience scolaire. Et on pourrait se demander, alors là, il n'y a pas eu d'outil de mesure plus quantitatif qui a été utilisé, mais on pourrait se demander en quoi est-ce que ce projet, il a pu avoir ou non un effet sur le sentiment d'appartenance au groupe ou à l'école. Ce projet, il offre aussi un espace-temps qui va favoriser l'expression de la diversité des besoins, des opinions et des idées, et qui va permettre de changer les représentations négatives à l'égard de certains élèves qui sont en marge de la sociabilité juvénile dans ces groupes classes. Il permet aussi de développer des stratégies de communication, comme l'expression des émotions, l'empathie, l'écoute active, qui sont des stratégies qui permettent de renforcer la qualité des relations dans la classe et qui s'inscrivent dans une visée dite de Culturally Responsive Teaching, ce qu'appelle Brown. C'est aussi une occasion d'enseigner explicitement des comportements prosociaux et de développer des stratégies qui vont favoriser la collaboration entre élèves. Et donc, en fait, on pourrait se demander, et là, j'ai pas de réponse à cette question, en quoi, en fait, des projets comme celui-ci, il permet de réduire des inégalités en lien avec les enjeux scolaires des buts sociaux. Et là, je fais référence aux travaux de Wenzel, c'est-à-dire le fait que par des inégalités, notamment à l'égard des élèves qui éprouvent de la difficulté à agir de manière prosociale, notamment des comportements d'entraide, de coopération, et à respecter les règles, et dont une part importante de ces élèves font aussi face à des difficultés scolaires. Or, les enjeux scolaires autour des buts sociaux sont souvent implicites dans des activités pédagogiques ou des modalités de travail qu'on va proposer en classe. Donc ça, c'est un premier élément de synthèse autour de ces enjeux par rapport au développement des compétences psychosociales et qu'est-ce que ça peut apporter pour réduire dans une visée inclusive. Le deuxième axe de synthèse, c'est plutôt comment penser des dispositifs pédagogiques alternatifs qui vont permettre de questionner la forme scolaire. Et c'est ça que je trouve intéressant avec ce projet, même si bien sûr, comme je l'ai dit, il a sans doute un certain nombre de faiblesses, c'est qu'en fait, ce projet, il va permettre de questionner des allants de soi de la forme scolaire qui vont parfois dans le sens contraire de l'inclusion scolaire ou qui font obstacle à l'inclusion scolaire. Notamment, il va permettre de questionner l'évaluation scolaire, les moyens d'expression qui sont proposés aux élèves, de ce qui est tabou, de ce qui est interdit, et aussi les normes de comportement à l'école. Puisqu'ici, il n'y avait pas d'attendu au niveau du résultat de la création fait par ces groupes classes. Alors, quand je parle de forme scolaire, je fais référence à ces dimensions éducatives de la forme scolaire dite action totale, notamment qui est morale et disciplinaire, et qui présente vraiment je regarde le temps qui me reste, j'ai bientôt fini, qui montre comment cette forme scolaire, elle structure l'école dans un espace-temps et une soumission totale à certaines règles impersonnelles. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ces deux espaces, ils sont définis par les acteurs qui sont responsables de ces lieux selon des valeurs professionnelles différentes et qui vont tendre à s'opposer au niveau des attendus de la forme scolaire, par exemple par rapport à l'expression de l'élève, des normes de comportement ou dans l'appréciation du travail de l'élève. Et l'espace de l'atelier, c'est vraiment un espace autre qui est inclus dans l'espace scolaire, mais qui va s'inscrire en rupture par un renversement des codes et du rapport pédagogique traditionnel. Et c'est quoi ce renversement des codes et du rapport pédagogique traditionnel? C'est notamment la mise en activité ludique, ce que Netter appelle la mise en activité ludique, et le refus de tout jugement qui pourrait s'apparenter à une forme d'évaluation. Or, ici, ce que je trouve intéressant, c'est que la démarche artistique, elle peut constituer un levier de renouvellement pédagogique. Là, je m'appuie sur les travaux de Bertin Renou, qui montrent que la créativité, elle échappe en grande partie au cadre et aux grilles d'évaluation qui chercheraient à la mesurer, à la noter, à la comparer à un modèle préétabli ou à des niveaux à atteindre. Et donc ici, c'est comme s'il y avait une tension entre... Alors, peut-être que c'est un petit peu fort, mais entre une culture de la raison et du réel pour être efficace, et une culture de la sensibilité, de l'imaginaire pour se construire et être attentif au monde. Et en fait,
j'essaye de démontrer ici, c'est qu'en quoi est-ce que l'activité artistique, elle contient des enjeux d'émancipation qui font écho à l'inclusion scolaire, c'est-à-dire que entrer en contact, mettre en débat sa proposition, entendre l'expression des sentiments des autres, accueillir leurs émotions, leurs réactions, leurs questions, c'est vecteur de développement de la personne en tant que sujet, hein, en tant que sujet qui développer ce pouvoir d'agir sur sa scolarité, sur sa vie scolaire, sur son vécu de l'expérience, enfin sur son expérience scolaire. Voilà, j'ai terminé cette présentation. Je m'excuse pour le flux rapide et je vous remercie vraiment de votre attention. Et puis les références de cette présentation sont sur la présentation PowerPoint. Voilà. Merci beaucoup, Marie Jacobs. Votre présentation nous donne vraiment un bel aperçu justement de votre projet, vraiment de presque de A à Z, puis un bel aperçu des données. Ça donne envie de connaître plus, puis de lire vos prochaines publications en lien avec ce projet. Je vais commencer avec les questions. Donc, je vous rappelle à tout le monde connecté aujourd'hui d'écrire vos questions dans la boîte Q&R. Donc, questions et réponses, ça va me permettre de garder fil des questions et de pouvoir les poser à la professeure Jacobs. Donc, s'il vous plaît, ne les écrivez pas dans le clavardage, mais plutôt dans cette vignette de Q&R. Donc, je commence avec la première question. Au fait, c'est une personne qui vous remercie pour l'organisation de cette conférence. Puis, elle a une question qui concerne les interactions communicatives des élèves en classe inclusive. Elle demande, puisque la communication est une compétence de base nécessaire pour réussir les compétences psychosociales, quelle méthode suggérez-vous pour les enfants qui ont un déficit de communication verbale ou parfois non verbale dans la classe inclusive? Bon, mais je vous remercie pour cette question. C'est une question difficile, surtout que je ne suis pas du tout experte sur ce sujet-là. Donc, si j'ai bien compris, l'idée ici, c'est de dire en quoi est-ce que les compétences de communication sont peut-être des compétences de base dans le développement des compétences psychosociales. Je trouve la réflexion intéressante que finalement, la question des compétences, si on regarde comment les compétences psychosociales sont construites autour de ces trois dimensions, compétences sociales, émotionnelles et cognitives, elles sont nécessairement en lien avec une interaction avec autrui, cognitif aussi. Hein. Et donc, interaction avec autrui, nécessairement, elle s'appuie sur la capacité à entrer en communication et avec l'autre. Après, pour des élèves qui auraient de la difficulté avec de la communication verbale et non verbale, je pense que ce qui est intéressant, alors je suis vraiment pas experte de ça, mais ce que je trouve intéressant, c'est de montrer aux élèves comment est-ce qu'on a tendance à pas bien interpréter la communication non verbale. C'est-à-dire que la communication non verbale peut vraiment être sujette à mauvaise interprétation quand elle n'est pas articulée à la communication verbale. Et en fait, je pense que parfois des interactions des élèves qui ont la difficulté dans les relations avec autrui, c'est notamment lié à comment on va interpréter cette communication non verbale dans le toucher, voilà, des élèves qui ont parfois la difficulté à respecter certaines attentes au niveau du comportement et donc du coup qui vont avoir la difficulté à entrer en relation, notamment la manière d'entrer en relation avec l'autre. Voilà, mais j'aurais pas une réponse très claire par rapport à cette question. Mais voilà, un élément de réponse, ce serait de peut-être amener les élèves à réfléchir à comment est-ce qu'on a tendance parfois à pas bien interpréter la communication non verbale de ses camarades en fait, et qui peut être source de tension. Voilà. Merci. On a une autre question par rapport au dernier élément de la discussion. La personne demande, vous avez parlé justement du fait que le projet peut amener à questionner différents éléments scolaires, dont l'évaluation. Puis la personne a posé la question suivante. Comment cela peut-il questionner l'évaluation? Vous pourrez, c'est ça, la personne demande si vous pouvez juste élaborer là-dessus.
Alors, merci pour votre question. Alors, en fait, ce qui s'est passé dans cet atelier, c'est que très vite, les élèves étaient mal à l'aise parce que on leur a dit, enfin, ce qui était demandé par l'animatrice, qui était elle-même, enfin, qui avait une formation aussi dans ce domaine thérapeutique en lien avec les activités créatrices, c'était de pas porter de jugement même positif sur la création des camarades. Donc, pas dire ah, j'aime bien, c'est joli, etc. Et en fait, ça mettait une espèce de relativité de comment est-ce que de ce qui est beau, de ce qui est esthétique, de ce qui est réussi, de ce qui répond à une attente perçue alors qu'il n'y avait pas d'attente. Et donc, ce que je trouvais intéressant ici, c'était le fait que dans cet espace-là, et c'était pas possible de se tromper, c'était pas possible de faire faux. Or, en fait, et là, je parle pas de l'évaluation en termes d'évaluation qui va mener à évaluer si l'élève a réussi ou pas un apprentissage scolaire, mais plus sur comment finalement l'élève dans son expérience scolaire, il est continuellement sujet à des jugements par rapport à la qualité de ses productions. Et là, en fait, il y en avait plus. Et donc, c'est ça que je trouve intéressant, c'est comment, en fait, permettre de mettre en évidence aux élèves de se questionner sur, finalement, qu'est-ce qui fait que, pour moi, de ce que j'attends de moi et de ce que j'aimerais faire, c'est réussi. Donc, par rapport à des attentes personnelles plutôt que liées à des attentes d'autrui. Voilà. La prochaine question, c'est, je voulais que vous nous expliquiez davantage le degré de participation des éducateurs dans la création des villages et l'écriture des histoires, ainsi que les matériaux utilisés dans la fabrication. Y a-t-il des matériaux pouvant représenter un danger pour les enfants comme les ciseaux? Merci. Alors, donc, bon, le matériel qui était proposé, alors j'ai bien compris la question. Donc en fait, donc les élèves avaient au début en fait la première séance, il n'y avait pas de matériel. Le matériel est arrivé dès la deuxième séance où là c'était plutôt de la terre que les élèves ont dû modeler. Et en fait, ce qui était voulu dès les séances 3 et 4, c'était que donc il y avait du papier carton, il y avait du papier de couleur, il y avait plein de feutres, il y avait du ruban, il y avait des paires de colle, des ciseaux, etc. Donc oui, il n'y a pas eu forcément de danger avec l'utilisation des paires de ciseaux. Hein, les élèves ont appris à les utiliser en classe depuis qu'ils sont à l'école enfantine en fait, hein, la paire de ciseaux. Donc mais ce qui était intéressant, c'est que c'était voulu qu'il n'y ait pas assez de matériel parce que comme ça, il y avait une forme d'interdépendance. Les élèves devaient discuter, échanger, attendre parce qu'ils ne pouvaient pas avoir tout de suite, en fait. Et ça a suscité beaucoup de discussions durant ces moments avant les moments de clôture, dans les moments de réflexivité sur mais comment est-ce que vous faites quand vous devez attendre? Quand il y avait plusieurs qui attendaient la colle, quelles étaient vos stratégies? Comment vous entraidiez par rapport à ça? Et donc, c'est ça qui était intéressant, c'est le fait que le matériel était une occasion aussi d'interagir entre pairs parce qu'il y en avait volontairement pas assez. Mais l'idée, c'était, comme je vous ai dit, comme il n'y avait pas d'attente au niveau de ce point de la création, le matériel, il était quand même pas il restait assez sommaire quand même. Voilà. Je ne sais pas si je répondais à toute la question. Ouais. La personne demandait également quel était le degré de participation des éducateurs dans la création des villages et des histoires. Alors, nous, on était vraiment dans une posture d'accompagnement. Donc, l'idée, c'était vraiment que les élèves prennent les initiatives et qu'on interfère le moins possible avec les idées, les opinions, la manière dont ils allaient échanger leur point de vue et élaborer leur création. Et c'est sans doute ce qui a suscité un malentendu ou un désaccord du point de vue des enseignants, c'est que justement quand, par exemple, je vous donne un exemple de ces tabous, quand les élèves doivent faire un personnage, mais notamment dans la classe 1, à scène, il dit que son personnage, c'est un tueur de masse. Et donc, on avait demandé aux élèves de décrire une qualité de leur personnage. En quoi est-ce que leur personnage pouvait contribuer à la vie collective du village? Et donc,
là, l'animatrice, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reflète ce que dit Hassan, et puis elle dit, mais Hassan, on t'a demandé une qualité, est-ce que tu peux mettre en évidence quelque chose de positif pour ton personnage? Et puis on s'appuie sur les autres, les camarades. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme idée à Hassan? Donc l'idée, c'est de vraiment être une personne ressource, mais qui va pas intervenir directement dans ces échanges pour justement laisser les élèves apprivoiser ces tensions et pas tout de suite vouloir résoudre le problème. Et ça, je pense que c'est sans doute difficile aussi, c'est quand on voit ces tensions et le ton qui monte, de voir comment est-ce que les élèves vont réguler ça sans tout de suite intervenir pour restaurer le calme, en fait. Hein. Voilà. La prochaine question, ça serait comment est-ce que le projet a été présenté aux élèves? Comment est-ce qu'il a été vulgarisé? Alors, le projet, il avait l'idée vraiment, enfin, le projet tel que je l'ai présenté, c'est comme ça qu'il a été présenté aux élèves aussi. Plusieurs élèves avaient entendu parler de ce projet parce qu'il faut savoir qu'il y avait eu un premier projet qui avait été mis en place par l'éducatrice à la demande de l'enseignant parce qu'il avait vraiment de difficultés dans cette classe, il y avait vraiment une mauvaise ambiance et il avait besoin de mettre quelque chose en place pour améliorer voilà, l'ambiance de classe. Et donc, c'est suite à ce projet, en fait, que l'enseignant avait vraiment un retour positif qu'on a décidé enfin, l'éducatrice a décidé de mettre en place ce projet pour les 5 classes. Donc, les élèves avaient déjà eu vent de ce projet. Mais donc, les objectifs liés au fait de travailler sur la dynamique de groupe, tout de suite, le fait de dire, quand on leur a dit qu'ils allaient construire, l'idée, c'est qu'ils allaient faire le village de la classe, ça a tout de suite été présenté. Donc, les élèves n'ont pas été, enfin, on a tout de suite été très transparent sur l'objectif. Après, ce que j'ai oublié de dire, c'est que vous avez vu les dates, c'est 2019-2020. Le projet s'est arrêté début mars 2020. On avait pour projet, après d'interroger un certain nombre d'élèves pour voir un petit peu comment s'était passé le projet. Normalement, après, les élèves devaient présenter ça en classe auprès de leurs enseignants. Mais voilà, la Covid est arrivée, on a fermé les écoles et on n'a pas pu aller au bout du projet, quoi. Voilà. OK, c'est intéressant. Puis, j'ai 2 questions. En fait, je me demandais, les ateliers, est-ce qu'ils se sont déroulés dans le cadre du programme éducatif ou c'était vraiment des ateliers qui étaient complémentaires, qui étaient pas directement incluses dans une matière, justement? Non, ils n'étaient pas directement inclus dans une matière. C'est vraiment, alors ça a été négocié. Alors je sais plus sur quel, mais ça a été négocié sur des heures de classe, hein, donc des enseignants, notamment d'enseignants ayant la maîtrise de classe. Mais donc c'était pas intégré au programme scolaire de ces classes. Ce qui peut aussi expliquer aussi certaines tensions aussi entre ces 2 espaces aussi. Hein, voilà. Mm-hmm. Donc, comment est-ce que le projet a sensibilisé les personnes enseignantes ou les autres personnes professionnelles dans les écoles? Alors, je pense que, comme je l'ai dit, malheureusement, on n'a pas pu aller au bout de ce projet. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il était l'occasion de collaborer aussi avec un certain nombre de professionnels, notamment qui gravitent autour des enseignants en lien avec la santé et du social, notamment l'infirmière, les médiatrices et les médiateurs, l'éducatrice, autour d'un projet plutôt à visée éducative. Hein, et ça, c'était intéressant de mettre en lien cette professionnelle-là sur ce projet-là. Ce qui manquait, c'était vraiment les enseignants. Non, les enseignants ayant la maîtrise de classe. Après, c'est vrai que puisque ce projet, au départ, il a été fait dans une seule classe, il a été après mis en place pour 5 classes, il y avait vraiment une conviction que c'était travailler sur ces... Alors, nous, on les rattachait aux capacités transversales du plan d'études roman, hein, du PER, mais travailler sur ces compétences psychosociales... pour elle-même, permettait vraiment après d'améliorer les interactions entre pairs et ça avait un effet vraiment sur la vie le climat de classe. Mais, alors j'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est vrai que ce qui se passe aussi, c'est que c'est pas pour autant que les compétences psychosociales ne sont pas développées et travaillées avec leurs enseignants dans leur classe. Et ça, il faudrait pas fausser le message et faire croire que ce projet existe parce que c'est pas travaillé en classe. C'est juste que c'est
comme j'ai montré souvent, implicite, pas travailler pour elle-même, et donc, et donc ça génère, c'est susceptible de produire des inégalités. Voilà. Il y a peut-être une dernière question. Il nous reste 6 minutes environ. J'aimerais en savoir plus sur la création du drapeau. Quelles difficultés ont été rencontrées et quelles stratégies ont été observées pour les surmonter? Je pense notamment à la difficulté de passer d'une reconnaissance de la diversité à la création d'un noyau commun qui soit fédérateur. Alors, il faut savoir que ce drapeau, il arrive vraiment tout à la fin du projet. Donc là, les élèves ont travaillé pendant 12 semaines où progressivement, ce village, il est construit, il part de rien, du personnage. Les élèves vont élaborer leur maison. Ensuite, quand ils vont devoir décider où est-ce qu'ils le placent dans le village. Et donc, au tout début de la séance 5, on leur demande, tiens, ta maison, tu la mets où? Ah, ben moi, elle a vue sur l'océan, il y a un balcon. Ah, moi, elle est près de la gare parce que il travaille il est chauffeur de train, mon personnage, donc il est près de la gare. Et donc, en fait, progressivement, les élèves construisent le village en spécifiant qui sont leurs personnages. Et donc après, quand il y a les infrastructures sont pensées, les espaces naturels, on tient compte de ce que les élèves ont dit par rapport à leurs personnages et leur maison. Et donc progressivement, en fait, quand le drapeau arrive, les élèves, ils ont connaissance de l'élaboration progressive de ce village, de ce qui caractérise ce village par rapport aux différents personnages. Alors, par exemple, le drapeau, ce qui avait été proposé aux élèves, c'est qu'ils devaient chacun partir d'une esquisse personnelle et puis ensuite discuter ensemble sur ce qui leur semblait important au vu de l'histoire du village qui avait été contée et du village, la forme qu'il y avait. Parce qu'il faut savoir qu'en séance 6, on a projeté sur grand écran la photo du village qui avait été prise en séance 5, puisqu'on n'a pas pu leur reconstituer le village. Et puis, les élèves avaient du coup sous les yeux la photo du village. Et donc, en fait, à la fois la constitution du drapeau, c'est la prise de conscience des élèves de cette interdépendance, enfin comment est-ce que, pas d'interdépendance, mais de cette constitution du village. Et puis après, bien sûr, on est parti d'esquisses individuelles pour après élaborer le drapeau collectif. Voilà. J'aurais peut-être une dernière question, si ça vous va. Il reste encore 4 minutes. Comment un projet de ce type peut passer de projet en réaction à un besoin de gestion de classe vers une démarche pédagogique en prévention et en soutien au développement des compétences socio-affectives des élèves? Mais ça, je pense que c'est vraiment une question qui se pose au niveau de l'équipe pédagogique et de la collaboration entre ces différents professionnels qui interviennent dans l'école. Et comme je dis, sans doute que ça, c'était une faiblesse de ce projet, c'est de ne pas avoir assez associé les enseignants, parce que je pense qu'il y avait un certain nombre d'enseignants qui voyaient vraiment des effets positifs de ce projet et qui en parlaient, dont les élèves en parlaient vraiment beaucoup en classe. Mais après, un projet comme ça, de manière préventive, il doit vraiment être pensé en collaboration avec l'équipe pédagogique et tous les acteurs qui interviennent dans le domaine du social et de la santé. C'est vrai que ce qu'on observe dans les enquêtes qu'on met notamment auprès des enseignants, c'est que souvent ces professionnels sont amenés à collaborer quand il y a des difficultés pour un élève en individuel qui sont observés et puis qu'on a besoin d'un autre regard, etc. Mais jamais pour un collectif, un groupe en amont. Et ça, c'est vrai que l'idée, c'était en fait un projet préventif, puisqu'il s'agit de travailler sur la transition entre la 6P et la 7P. Donc, c'était pas en termes de réparation, mais vraiment de prévention pour construire un groupe classe plus inclusif. Mais je pense que vraiment la réponse à cette question, elle se situe vraiment au niveau de la collaboration de l'équipe pédagogique, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Je terminerai ici si il n'y a pas d'autres questions. Il y en avait, au fait, il y en a qui entrent au fur et à mesure. Est-ce que vous voulez qu'on en réponde à une dernière? Oui, bien sûr. Ouais? OK. Comment les élèves se sont organisés pour construire les infrastructures du village? Alors, très bonne question. Donc, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que l'histoire collective de la classe a été faite, donc, durant le moment collectif, au tout début de la séance 6, ensuite, on a proposé aux élèves, on dit, voilà, là, il faudrait quelqu'un
qui organisent, qui chapeautent, qui sont un petit peu l'entrepreneur qui va organiser 3 types de travaux, 3 sous-groupes. Donc, il y aura 3 sous-groupes. Les infrastructures communes, donc tout ce qui est transport, etc. Un autre groupe, les espaces naturels, et un autre, les services. Et en fait, ce qui se passait, c'est que donc les élèves ont décidé collectivement de qui prendrait cette responsabilité. Alors ça s'est passé différemment dans les classes. Hein. Certaines classes, ils ont fait un vote. D'autres, il y avait personne. Et puis c'est celui qui était d'accord finalement qui a pris ce rôle. Donc voilà, ça s'est négocié différemment. Et ensuite après, alors là pour documenter précisément comment ça s'est fait dans ces sous-groupes, ce sera peu précis parce que ça se passe différemment dans les différentes classes et puis j'ai pas tout en tête. Mais c'est vrai que les initiatives étaient... parfois, certains élèves prenaient des initiatives, mais ils se rendaient compte que ça correspondait pas à ce que l'autre groupe faisait au niveau des infrastructures communes. Et donc, c'était des micro-ajustements durant ce moment-là pour finalement avoir quelque chose qui soit... enfin, pas cohérent, mais qui réponde aux propositions de chacun et chacune et aux idées de chacun et chacune. Mais donc, c'est vrai que la manière dont ces sous-groupes se sont organisés, on a très peu structuré ces échanges. Alors c'est sans doute peut-être aussi un biais, enfin sans doute ça pourrait être un effet négatif, hein, c'est-à-dire qu'on a peut-être moins essayé de contrôler comment est-ce que chacun pouvait de manière équitable contribuer. Hein. Mais nous, comme je vous l'ai dit, on était à chaque fois au moins 2 animatrices, soit 3 animatrices, et donc l'idée c'était vraiment d'être personne ressource et d'observer ce qui était en train de se passer et de intervenir si besoin pour communiquer ce qui est en train de se passer. Là, j'observe ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, c'est chaque fois en revenant sur une observation factuelle qu'on essayait de faire réfléchir les élèves sur, ben voilà, comment est-ce que c'est pertinent ou pas? Est-ce que ça correspond à ce que l'autre pense? Non? Voilà. Merci beaucoup. Donc, je propose qu'on arrête là. Il est déjà 1h, passé 1h, 13h. Je voulais vous remercier, Marie Jacobs, pour cette présentation super inspirante. Votre projet nous amène justement à vraiment peut-être tenter de mettre plus de se pencher plus sur le développement des compétences autres qu'académiques, vraiment de se concentrer sur le mandat psychosocial qu'on oublie parfois dans nos systèmes éducatifs. Je vous remercie beaucoup aussi pour le temps que vous avez pris pour répondre aux questions. Je remercie à toutes les personnes spectatrices aujourd'hui. Je vous invite à rester à l'affût des prochaines midi-conférences avec le pôle de recherche sur l'éducation inclusive et les enjeux en milieu scolaire du CRIFPE. Donc, je vous souhaite une superbe journée ou soirée, dépendamment d'où vous êtes en ce moment. Puis, je vous remercie encore pour votre participation. Merci beaucoup aussi. Merci pour toutes les questions.